Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Tom, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci de l'invitation Baptiste, au rôle. Et toi ? Bah écoute, ça va plutôt bien pour un lundi. On enregistre un lundi midi, ce qui est un horaire peu traditionnel pour ce format-là. On va essayer d'être en forme, d'être full focus sur nos sujets. Moi, je suis hyper content de te recevoir parce que je pense que c'est un des premiers numéros qu'on va faire. On va beaucoup parler du travail en mode hybride, un sujet qui, toi comme moi, nous occupe beaucoup en ce moment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler travail en mode hybride, on va parler expérience collaborateur. Juste pour dire à nos auditeurs, à nos auditrices, toi tu es le CEO et cofondateur de Café. Café qui est un outil pour, alors tu vas expliquer ça bien mieux que moi, mais recréer des relations sociales dans un monde du travail qui a été pas mal bouleversé ces 2-3 dernières années. Et je pense que effectivement vous en plus vous êtes créé à ce moment-là. Avant ça, tu avais plutôt des fonctions de lead product, donc plutôt en charge de conception produit. Je crois que tu travailles avec ton frère aussi. Voilà les quelques infos que j'ai trouvées intéressantes dans ton petit portrait. Est-ce que je peux te laisser juste amender ça, confirmer, me redonner un petit peu plus de contexte, faire peut-être les liens entre les différents sujets? Non, c'est ça, t'as donné beaucoup de détails. Donc je suis à la tête d'une boîte, donc c'est le café que j'ai monté avec mon grand frère. Et avant ça, mon frère et moi, on a plutôt des profils ingé et on a surtout des expériences dans le monde B2C, même plutôt mobile et plutôt social. Donc moi j'avais monté un réseau social il y a 4 ans et on s'est retrouvés en fait tous les deux à être managers tech et produits dans une boîte qui s'appelle Sibel, qui était une application de podcast où en fait on s'est rencontrés professionnellement et on a décidé de lancer Café pendant le premier confinement. Ok, top. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Café ? Ouais. Raconter aussi l'histoire, parce que vous êtes une jeune structure, mais vous avez non pas défrayé la chronique, mais en tout cas vous êtes fait connaître notamment parce que vous avez rejoint l'accélérateur américain Y Combinator, qui est, je pense, le premier et ce qui a servi de modèle à pas mal d'incubateurs et d'accélérateurs partout dans le monde. Est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est passé du confinement à là où vous en êtes aujourd'hui ? Ouais, en très rapide. Donc Café, on est une plateforme SaaS qui aide les entreprises à gérer le modèle hybride en ramenant en fait du lien entre les collaborateurs. Donc globalement, on a vu qu'on se voyait moins qu'avant, donc fallait qu'on se voit mieux et que on optimise justement ce temps-là parce qu'aujourd'hui, dans la manière dont on se rencontre, le lien social, il est vraiment autour de l'intention. Il est très facile de passer l'un à côté de l'autre et de ne pas se rencontrer pendant des mois si on n'est pas intentionnel dans la manière dont on se connecte. Donc voilà, on veut vraiment tout simplement aider les personnes à créer des événements, à créer un peu cette sérendipité sociale et le simple fait de se rencontrer pour à la fois sociabiliser ou collaborer. L'idée c'est que voilà, Café c'est un peu connecting people pour reprendre Nokia. Globalement il s'est passé quoi ? On était tous les deux donc managers dans la même boîte pendant le premier confinement et puis donc l'été 2020 on se rend compte que il y a pas vraiment de solution en fait pour avoir de la visibilité de qui est où et pour savoir quel est le meilleur jour pour aller au bureau, etc. On a décidé de tout simplement interroger pas mal d'entreprises. Donc on a fait une recherche utilisateur où on est allé parler avec plus de 100 personnes dans plein de sociétés différentes à tous les niveaux, à la fois au top management, avec des managers ou avec des employés. Et en fait, il en est ressorti que tout le monde avait à peu près la même problématique et que personne n'avait réellement d'outils. Donc on a lancé notre produit en bêta à la rentrée, donc septembre 2020, et on a bossé pendant 8 mois avec à la base 5 sociétés en bêta qui s'est très vite retrouvé 10 puis 50. Et en fait, on était en itération très rapide avec ces structures-là pour essayer de comprendre quel était le besoin. Surtout que nous, comme je l'ai dit, on vient pas du tout de ce milieu-là.
ni du SaaS, ni du RH, People, Workplace, enfin, tous ces trucs-là, c'était vraiment le B2B de manière générale pour nous, c'était obscur. Donc on a essayé d'appliquer un peu les règles qu'on comprenait et qu'on avait nous de nos expériences passées plutôt en mode B2C. Et donc au bout de 9 mois, on fait notre lancement officiel sur Product Hunt, donc qui est une solution, qui est une plateforme pour vraiment officialiser son lancement. Et dans la foulée, donc on est très bien accueilli par le public. On est nommé Product of the Day. Et en fait, on candidate dans la foulée à Y Combinator, auquel on avait déjà postulé 8 mois avant et on s'était fait refouler parce que trop early, parce que on savait pas exactement où est-ce qu'on allait, c'était encore beaucoup trop pas assez mature et surtout vu que c'est Y Combinator, c'est un accélérateur américain, eux ils étaient toujours pas retournés au bureau, donc ils comprenaient pas forcément les problématiques qu'on essayait de tacler. Ils voyaient pas à quel point c'était un gros problème, ils comprenaient pas forcément l'ampleur. Et ouais, on se retrouve chez YC, donc 1 an après notre lancement, alors que nous, on avait fait un peu une croix dessus. Enfin voilà, on s'était fait recal la première fois, on s'est dit bon bah ok, c'est pas grave, tant pis, on part de notre côté. Et qui a été incroyable en termes d'apprentissage, surtout parce que bah on n'y connaissait rien. Encore une fois, au B2B, on était vraiment bootstrap. On essaie de discuter avec des personnes de notre réseau pour essayer de comprendre un peu et de pas refaire les mêmes erreurs que d'autres avaient déjà pu faire par le passé. Et pendant 3 mois, on est sur un programme d'accompagnement qui va nous challenger sur toutes les décisions qu'on prend en termes de stratégie, de pricing, de marketing, de positionnement. Enfin voilà, vraiment toute la partie B2B qui pour jusqu'ici était un peu pas laissée au hasard. J'ai pas envie de dire ça, mais qui était pas le plus solide, on va dire quoi. Ok, donc vous étiez vraiment au moment de rentrer très sur le produit, très dans l'écoute de la demande de vos utilisateurs finaux, donc les personnes qui allaient utiliser le produit tous les jours. Et l'arrivée dans l'accélérateur vous a aidé à reprendre un petit peu d'auteur et dire ok, maintenant il faut qu'on commercialise le truc, comment on adresse ce Ouais, marché-là, quoi. c'est exactement ça. En fait, bah vu qu'on avait une approche vraiment bottoms up, donc on voulait absolument avoir un maximum d'engagement de la part des utilisateurs. Pour nous, c'est pas Mhm. des employés, c'est pas des managers, c'est pas des admins, c'est tout le monde est un utilisateur. Et donc ça a été génial parce qu'en termes d'adoption, tout a fonctionné de manière très organique. Mais il y a un moment, voilà, comme tu le dis, voilà, quand on veut commercialiser, c'est même des mots que nous on n'utilise pas, tu vois. Et il faut avoir une approche qui est un peu plus structurée et où il faut vraiment pouvoir mettre en avant les avantages de la solution parce que jusqu'ici, voilà, on avait des avantages qui étaient très employee centric, tu vois, qui étaient pour les employés. Mais il y a un moment où il faut structurer une offre en fait. Et tout ça, bah nous, bon, on allait voir les pages pricing d'un peu toutes les solutions SaaS, et puis on s'est dit, bah nous, on va faire la nôtre, et puis voilà quoi. Donc ça nous a mis ça nous a mis plus de structure quoi. Ok. Alors si on fait une petite avance rapide, aujourd'hui vous en êtes où? Aujourd'hui, on est toujours une petite équipe. Aujourd'hui, on est 5, donc on est passé de 2 à 5 entre 2020, été 2020 jusqu'à là, on va rentrer dans l'été 2022, avec toujours des fonctions assez product en vrai. On a une product designer qui gère toute notre image, notre brand et toute notre interface. On a un user researcher qui parle avec les utilisateurs justement pour essayer de comprendre où est-ce qu'on doit aller, quelles sont les prochaines fonctionnalités vraiment qui vont avoir du sens et comment est-ce qu'on peut améliorer le produit. Et on a une personne qui est à New York qui gère toute la partie growth marketing, donc pour tout simplement asseoir justement notre positionnement et identifier avec qui on peut avoir des partenariats, quels types de contenus sont les plus demandés aujourd'hui sur le marché et sur lesquels on peut intervenir avec notre expertise. Ok, très clair. On va parler un tout petit peu des fonctionnalités ensuite, parce que je pense que c'est intéressant aussi de montrer ce qu'on peut faire avec Café, juste pour remettre un petit peu de contexte et montrer un peu à quel point le sujet est d'actualité. J'étais en train de parcourir, alors je sais pas si tu l'as lu, tu l'as déjà lu, c'est sorti en début de semaine, je crois. Le dernier rapport du Work Lab de Microsoft. Alors je suis pas du tout pro Microsoft, mais il se trouve que sur le futur du travail, ils publient beaucoup et ils ont beaucoup de données. Ils utilisent assez bien, je trouve, leur organisation comme un labo. Ils analysent Mm. beaucoup de choses. Et puis, il y a le WorkLab qui est un peu une équipe interne qui travaille sur ces sujets. Il y a des métriques qui sont intéressantes, notamment, effectivement, la reconstruction de ce qu'ils appellent social capital, donc le lien social, le capital social d'une organisation. Ça a été vraiment transformé avec le mode hybride. Globalement, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, il y a 51% des employés qui sont en hybride qui se verraient être encore plus à distance. Et de l'autre côté, il y a 43% des leaders, donc plutôt des dirigeants,
qui déclare que effectivement le fait de créer créer des relations, c'est le plus gros challenge qu'ils vont avoir avec l'hybride et avec le télétravail au sens plus large. Donc on est vraiment sur quelque chose de très structurant. Je pense au moment où on parle et au moment où vous nous écoutez, vous vous rendez compte aussi que dans vos organisations, bah, c'est un challenge. Les accords cadres se développent, il y a des choses qui se mettent en place. Vous concrètement, comment vous aidez les équipes de manière globale, et puis après on rentrera peut-être un petit peu plus en détail là-dessus. En termes de fonctionnalité, c'est quoi? C'est la capacité d'avoir une visibilité sur qui est là où, de créer des événements, de créer de l'informel. Mm. Comment ça se passe? Ouais, il y a vraiment deux blocs aujourd'hui dans notre approche. Je pense que donc le tout premier, c'est la partie donc transparence, visibilité. C'est le fait en fait d'avoir un flux de données qui soit assez accessible à tout le monde et de pouvoir que un tel est là tel jour et tel jour, qu'un tel ne va pas être là tel jour, mais par contre qui sera là la semaine prochaine, pour que je puisse adapter et ajuster ma présence. Donc ça, c'est vraiment le bloc qu'on a créé en tout premier, sur lequel en fait on est venu rajouter d'autres possibilités, d'autres modules qui sont là pour identifier ce que nous on appelle social opportunities. Donc une social opportunities, ça peut être n'importe quoi tel jour, il y a beaucoup de monde au bureau, donc il y a quelqu'un qui a décidé de créer un événement. Donc la création de l'événement et la gestion de l'événement, en sachant que ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'accueil de nouveaux arrivants en mode onboarding, ça peut être un petit déj, ça peut être un déjeuner, ça peut être un after work, ça peut être un meet-up, un all-hands meeting avec toute la boîte. Enfin, l'idée c'est juste, est-ce qu'il y a plus d'intérêt pour moi de venir ce jour-là parce qu'il y a une opportunité plutôt que le lendemain? Donc peut-être que le mardi il y a un talk et que le mercredi il y a rien, peut-être que le mercredi il y a un déjeuner avec mon équipe et que le jeudi il y a rien. Et donc l'idée, c'est de mettre à disposition ces opportunités-là auprès des employés et qu'ils puissent, eux, décider en fonction de leurs besoins personnels ou en fonction de leurs besoins en termes d'équipe, de dire, bah, je préfère venir plutôt ce jour-là et ce jour-là parce que c'est ce qui est le mieux pour moi. Et en fait, avec cette approche personnalisée, l'idée, c'est que il y a certaines personnes qui auront des semaines qui vont se ressembler toutes les semaines parce que leur jour d'équipe, ça va être le mardi et que le jeudi, ils aiment bien venir déjeuner avec Clem et Paul de la compta ou j'en sais rien. Mais l'idée, c'est surtout que on donne une bonne raison aux gens de venir parce que le gros point commun dans le pain point des personnes aujourd'hui, c'est le temps de trajet. Le temps de commute aujourd'hui, il est perdu pour la majorité des personnes. C'est-à-dire que les gens veulent revenir un peu, donc 1 ou 2 jours par semaine, mais ils ont aucune idée de quel est le meilleur jour pour eux. Et l'idée de café, c'est qu'on va justement, de manière très personnalisée, t'aider à identifier en tant que personne quel est le meilleur jour pour toi en fonction de bah, où sont tes collègues ou alors où sont les gens même, ça se trouve, d'autres équipes que t'aimes bien et quel jour venir ou est-ce qu'il y a des événements en particulier et que toutes ces informations-là, en fait, tu puisses en prendre conscience avant d'organiser ta venue, en fait. Ok, c'est hyper clair. Donc en gros, tu donnes un peu une image de ce qui va se passer dans l'entreprise, à distance ou au bureau, à l'ensemble des employés. Donc il y a un sujet autour de la transparence qui est hyper structurant et qui d'ailleurs dans le travail à distance c'est quelque chose qui qui transparaît, j'allais dire, qui est là et qui est omniprésent en réalité, que ce soit dans la collaboration ou dans le type de service que vous proposez. Et t'as même la partie sérendipité un petit peu parce que c'est pas juste qu'est-ce qui se passe au bureau, c'est qui est en télétravail depuis quelle ville. Donc nous on a une map où tu peux identifier, bah ça se trouve il y a des gens à Perpignan ou à Orléans qui sont pas loin de moi et ça se trouve on peut se rencontrer dans un café. Tu peux aussi dire quand tu es dans un coworking, donc tu peux dire bah en fait je suis au WeWork de Paris ou je suis dans un Starbucks à Lyon et en fait aujourd'hui on peut travailler depuis n'importe où, c'est-à-dire que le travail il est plus uniquement entre les quatre murs du bureau et il est possible de se rencontrer dans d'autres lieux. Mais pour ça, bah, il faut avoir accès à l'information. Donc oui, il faut de la transparence, mais il faut aussi que ce soit visible et que on me donne l'information au bon moment avant que je prenne ma décision. Tu vois, avant de me coordonner, en fait, j'ai besoin de cette donnée, quoi. C'est hyper intéressant ton point. Je pense que vous êtes euh, comment dire. Je sais pas si en avance de phase. En tout cas, il y a un truc qui est assez nouveau qui est de redonner un petit peu le pouvoir aux collaborateurs sur ces sujets. Euh, Moi, je voudrais t'interroger sur un point là-dessus. Alors, c'est pas du tout une question piège, mais je pense qu'il y a une discussion intéressante à avoir là, sur ce point. C'est dans ce modèle-là, quel est le rôle de l'organisation? C'est-à-dire quel cadre l'organisation fixe? Et surtout, il y a un acteur, une actrice importante dans ce schéma-là, qui est le manager en local. Euh, je, je pense qu'il faut qu'on en Ouais. parle parce que Non, c'est vrai. c'est un sujet aussi. Il y a pas mal d'organisations où effectivement le manager peut se retrouver d'un côté avec des injonctions de l'organisation, de l'autre côté
comment dire, du besoin de flexibilité à donner à son équipe, des demandes de son équipe aussi. Mm. Et il y a un rôle d'orchestration qui est vraiment pas simple en réalité. Alors ça peut se mettre en place tranquillement et dans la durée. C'est aussi ça le message, c'est que les situations, ne serait-ce que les situations sanitaires, de jauge, des choses comme ça a beaucoup évolué ces derniers temps et ça recrée, je pense, du mou pour trouver bien ajuster les choses. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus? Un, sur le rôle de l'organisation et deux, sur la place du manager dans ces sujets-là. Je vais essayer de pas répondre de manière trop personnelle parce que bah, vu que je suis à la tête de l'orga, mais aussi que je suis manager, vu qu'on est que 5, forcément, ça sera pas la meilleure réponse, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu un espèce de... La vapeur s'est un peu inversée, c'est-à-dire que avec toute cette guerre de talents, le Great Resignation, donc le fait qu'on va y avoir une espèce de brassage des talents où tout le monde va essayer de partir à droite, à gauche, etc., et que ça va être de plus en plus dur à la fois d'attirer et de retenir les talents, euh, il va falloir donner une bonne raison pour les talents de venir ou de rester. Et je pense que du coup, tu le dis très bien, les managers aujourd'hui, ils ont une position qui est pas facile du tout et qui va être clé, qui va être assez déterminant. Et on le voit dans toutes les entreprises, on a le HQ qui définit un peu une espèce de politique globale, mais qui après est en fait éclaté en fonction. Alors, est-ce que c'est éclaté par pôle ou est-ce que c'est éclaté même par zone géographique? Par exemple, tu peux aller parler avec un Slack. Un Slack, ils ont une policy globale, mais en fait, après chaque département a une espèce de surcouche où ils vont dire, bah voilà, en fait, le manager, il se débrouille, il définit un peu un jour où il se rencontre avec sa team. Alors un jour fixe ou un jour défini toutes les semaines. Enfin, voilà, c'est chacun de son rythme. Nous, on veut juste qu'à un niveau global, les gens se voient X fois par mois. Voilà. Parce que pour la collaboration, la créativité, c'est important pour le sentiment d'appartenance, que les gens se rencontrent. Ok. Mais en réalité, après, dans les petits papiers, c'est chaque manager qui fait un peu comme il le sent. Et chaque manager qui va plus ou moins faire confiance à ses équipes. Donc moi, ma note personnelle là-dessus, c'est si on doit tout reprendre depuis zéro, bah, c'est trust by design, c'est-à-dire que par défaut, je fais confiance aux gens et je leur donne toutes les manières, enfin tous les moyens que j'ai en tout cas à ma disposition en tant que manager pour que eux puissent faire le meilleur de leur job. Donc je vais pas aller m'amuser à savoir où la personne télétravaille tous les jours, où aller regarder les plages horaires, etc. Après, bon, ça dépend des métiers, mais en tout cas, je pense que c'est important aujourd'hui, si on veut retenir les talents et leur faire totalement confiance, de laisser justement une espèce de latitude pendant le confinement. Le télétravail, ça a fait peur à beaucoup de gens, surtout les personnes dans les industries les plus traditionnelles. Et en fait, bah, la productivité n'a absolument pas bougé, voire a augmenté. Et je pense que, bah, en fait, ça montre juste que si on a des personnes qui sont engagées déjà initialement, il n'y a pas de problème à se faire derrière d'aller faire du flicage ou du tracking, de savoir combien de temps la personne a bougé sa souris sur son ordinateur à distance. En bref, je pense que on est sorti de ça. Donc ça, je pense, c'est plutôt d'un point de vue manager, c'est comment est-ce qu'on apprend à faire confiance. Chose qui est pas difficile, qui est pas facile parce que quand on a été habitué à se voir tous les jours pendant 10, 15, 20 ans, du jour au lendemain, on se voit plus, on a l'impression que ça bouge plus. Même que l'entreprise, elle est à l'arrêt, qu'elle est au point mort. Euh, donc, il y a pas mal de vérités à déconstruire pour faire en sorte que ce soit sain. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop enfin, moi, j'entends encore beaucoup trop d'histoires et je pense qu'il y a encore beaucoup trop d'organisations. C'est pas sain parce que on a besoin de se voir et d'avoir l'impression qu'on avance tous ensemble et de forcer ça. Et la deuxième chose, c'est aussi que en tant que manager, je pense que le plus important, c'est d'appliquer les mêmes règles qu'on donne à ses équipes. C'est-à-dire que si la règle, c'est on se voit un jour par semaine, mais globalement, la norme, c'est plutôt 2, 3 jours de remote, bah, si les managers le font pas, ce qui va se passer, c'est que très vite, on va avoir un décalage entre les personnes qui viennent tous les jours et les personnes qui viennent pas, et où ça va créer ce fameux second class citizen, où la personne qui va venir tous les jours va aller chercher, enfin, va avoir une relation avec son manager qui va être forcément plus poussée ou plus profonde. En tout cas, ils vont avoir un lien qui est plus fort que la personne qui vient beaucoup plus rarement. Et ça va créer derrière des grosses problématiques parce que la personne qui vient pas aura l'impression que son travail n'est pas vu à sa juste valeur, quoi. Mm. C'est hyper clair ce sujet de l'exemplarité, c'est assez profond. Ton dernier point est intéressant aussi, hein, ce côté, faut que les managers aussi apprennent. Alors, je sais pas si c'est à mettre de la distance, mais en tout cas à faire attention à tout le monde au même niveau. Ce qui est, enfin, ce qui est un challenge quand les organisations sont pas remote first ou sont pas comment dire, pensées pour la distance. Et encore, les managers, je pense qu'aujourd'hui, ils arrivent à le faire plus ou moins, mais après, c'est niveau C-level, COMEX, CODIR, vous l'appelez comme vous voulez. Toute la partie VP, je pense que c'est ça où ça va être le plus compliqué, parce que
parce que la plupart, en tout cas, moi, les retours que j'ai, encore une fois, je suis pas dans un grand groupe ou quoi que ce soit, mais c'est que c'est difficile pour ces Mm. personnes-là de s'adapter d'appliquer, en fait, les mêmes règles qu'ils imposent aux autres personnes, en tout cas, qu'ils veulent mettre en place. Et la politique, elle doit s'appliquer à tout le monde, sinon elle marche pas. Mm. Est-ce que tu as justement des exemples de choses que vous avez mis en place avec peut-être différents types de structures? Deux, trois exemples Hmm. que tu pourrais nous partager? Ouais, bah, en fait, on a essayé c'est simple, hein. Dans notre recherche utilisateur, on a essayé de regarder tout ce qui fonctionnait dans le monde d'avant et d'essayer de voir quelle était la traduction en fait dans ce nouveau monde. Donc dans le monde d'avant, on avait la possibilité de savoir à la dernière minute, le mercredi, bah tiens, demain on va aller boire un verre, et d'avoir un peu cette organisation de dernière minute où uniquement les gens qui étaient présents en fait dans l'open space allaient pouvoir apprendre l'information. Donc bah on a essayé de traduire ça vraiment par la possibilité que n'importe qui puisse créer un événement. C'est-à-dire que dans notre plateforme, n'importe qui peut créer un événement et justement c'est pas que les admins, c'est pas que les managers, c'est pas un truc top down où c'est voilà, je vous demande de venir tel jour. Non, c'est n'importe qui. Alors oui, dans les faits, il y a plus d'événements qui sont créés par des admins et par des managers que par des employés, mais le simple fait d'avoir la possibilité, ça change tout parce que derrière ça prouve que n'importe qui peut avoir une initiative, comme on le faisait en fait dans le monde d'avant. Et je pense que c'est vraiment ça la différence, c'est le monde a changé, mais les êtres humains n'ont pas tant changé que ça, en fait. C'est-à-dire qu'on reste toujours des créatures sociales, on a besoin de ce lien-là, et il faut réussir à trouver comment recréer, tu vois, je parlais tout à l'heure de la sérendipité, il y a quelque chose pendant le confinement qui a très bien marché, qui était les virtual random coffee. Donc c'était soit des bots sur Slack ou sur Teams qui allaient faire un matching entre deux personnes et qui allaient leur dire, bah voilà, allez boire un café sur Zoom pendant 10 minutes. Ça a très bien marché, ça a fait le buzz, c'était super parce qu'on était bloqué chez nous, qu'on n'avait pas le choix. Comment est-ce que tu répliques ça aujourd'hui? Et donc nous, on a décidé de reprendre cette essence-là du lien social un peu aléatoire et de dire, bah voilà, un tel John et un tel Emma, vous êtes au bureau demain, vous êtes tous les deux au bureau et vous faites partie de deux départements différents, allez boire un café ensemble. Et en fait, juste la suggestion ou la recommandation dans un monde réel, c'est juste cette petite variable-là qui va changer, mais qui va faire la différence parce que déjà personne n'est obligé, alors que le truc virtuel, t'es chez toi, on sait que t'es en télétravail forcé, donc en fait t'as le temps, donc t'es obligé de jouer le jeu entre guillemets. Là c'est plus voilà, c'est volontariat, totalement déclaratif. Voilà, si je veux le faire, je le fais. Si je veux pas le faire, je le fais pas. Et surtout, c'est dans la vraie vie. Donc c'est pas la même chose que d'ouvrir son laptop et que ce soit un peu bizarre, un peu robotique, voire presque transactionnel. Genre j'ai l'impression que c'est mon quota de relations sociales, je suis obligé de le faire. Là non, si je veux le faire, j'ai le temps, je le fais. Si je veux pas le faire, je le fais la semaine prochaine, c'est pas grave, tu vois. Et là-dessus, est-ce que vous avez trouvé des mécaniques un peu incitatives sur ces sujets? Parce que, en fait, le sujet que tu abordes, je pense que l'ensemble des gens qui travaillent alors sur des sujets learning ou sur des sujets d'employés expérience, donc d'expérience collaborateur au sens large, sont confrontés à ça. Avec le travail à distance, tu as des gens à la limite qui sont très à l'aise dans ce format-là et qui vont pas forcément aller chercher plus de liens sociaux, Mm. Mhm. simplement parce que c'est dans leur nature, ou alors qu'ils ont, je pense qu'on l'a tous vécu aussi avec les confinements, on a renforcé nos bulles sociales hors travail, la famille, les amis, des choses comme ça. Ça c'est un premier point. Et deux, t'as les gens qui vont à tout prix. Enfin, je fais deux grandes catégories en réalité. Ouais. C'est plus fin que ça, mais tu as les gens qui sont, en gros, qui s'épanouissent au travail et qui ont besoin d'être dans les locaux avec les autres pour créer du lien et qui vont pas forcément aller dans un outil pour dire, ok, faut que ce jour-là, faut que j'anticipe un peu plus. Est-ce qu'il y a des recettes, des trucs que vous avez vu Il y a, tester, il y a alors plein chez de vos hacks. clients ou ailleurs, des trucs de deux trois petites, enfin je sais pas si c'est des pépites, mais des trucs que tu dis bon là en fait eux ils ont réussi à craquer ça. Il y a plein de hacks. Je pense que le tout premier dont on s'est inspiré, je sais, c'est un de nos clients qui nous avait donné justement cette information, c'est quand ils ont un onboarding d'un nouvel employé, ils vont le matcher avec un buddy, donc un parrain, qui est forcément d'un autre pôle pour que justement le nouvel arrivant, il puisse avoir un point de vue qui est différent et qui est pas justement monocentré sur celui de sa team et de pouvoir un peu comprendre mieux le positionnement de l'entreprise, l'ADN, les process, la mission de la boîte, mais vu d'un autre pôle. Et je pense que ça, c'est l'un des tout premiers trucs qu'on a mis en place, justement, c'est que quand on va matcher quelqu'un pour un café dans la vraie vie,
on va prendre quelqu'un d'un autre pôle et même on va récolter d'autres informations et si possible, on va essayer de trouver le bon icebreaker. Par exemple, on va te demander quels sont tes hobbies, quelles sont les langues que tu parles, quel est ton plat favori ou ce genre d'informations un peu vraiment extra professionnelles. Et on va te dire, bah tiens, t'as été matché avec Alice. Alice, elle fait partie de tel pôle, donc a priori, vous avez peu de chances de vous parler, mais par contre, vous aimez tous les deux faire du yoga. Et cette information, en fait, elle vient juste créer de la curiosité, juste la bonne quantité, pour donner envie à la personne de dire ah bah tiens, on fait quand même partie de la même entreprise, donc a priori on partage beaucoup de choses ensemble, les valeurs de la boîte, l'ADN ou la mission ou quoi que ce soit, et on a ça en commun. Et c'est juste 10 minutes. Et c'est pas grand chose. Et il suffit d'avoir la toute première expérience qui se passe bien pour après donner envie, en fait. Enfin, c'est la même chose qu'avec Uber ou avec Airbnb. La toute première fois, on fait une expérience qui se passe bien, bah, on a envie d'y retourner. Et je On a pense envie que de le le gros truc, partager aussi, quoi. On a envie de dire c'est à ça. ses collègues, ah tiens, j'ai utilisé le café, vachement bien. C'est organique, en fait. Mm. Derrière, on n'a pas, en fait, on se sent pas forcé, et je pense que c'est ça le gros truc. C'est, on a tellement d'obligations en tant que aujourd'hui salarié dans une entreprise. J'ai des meetings à telle heure, tel jour. Je dois absolument rendre tel dossier à telle heure, tel jour. Et il y a assez peu de choses en fait qui sont optionnelles dans ma vie professionnelle. Et je pense que le lien social et la cohésion et le sentiment d'appartenance, en fait, pour moi, c'est pas optionnel, pour en tout cas pour mes employés. Et je pense que ça devrait l'être pour personne. Par contre, le fait de pas forcer les gens et de pas leur dire un peu avec une approche maître et maîtresse d'école, bah voilà, allez vous rencontrer tel jour dans tel bar et boire un verre et que ce soit limite un peu. Ouais, encore une fois, hein, c'est robotique. C'est quand j'ai l'impression d'être obligé, forcément, c'est pas la première chose que je vais avoir envie de faire, quoi. Donc je pense que c'est vraiment ça la, je sais pas si c'est la secret sauce, je pense pas, mais de laisser le choix aux gens en fait. Et il y a des personnes qui vont que nous on appelle en interne les social butterflies, c'est les personnes qui puisent en fait l'énergie pour travailler dans justement les relations sociales avec les autres. Et puis il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus casaniers, qui vont rester chez eux, et c'est ok. Ça, parce que ça se trouve, demain, en fait, ça va être un événement à distance et qui sera un événement trivial poursuite en ligne et on va faire 1 heure de jeu de plateau à distance avec des gens et je vais peut-être pouvoir créer du lien avec des gens à distance. C'est pas un souci. C'est juste Mm. que nous, on pense que en personne, on tisse plus de liens. Mais il y aura peut-être 10-15% de la population qui vont tisser des liens à distance. C'est pas. Donc en résumé, effectivement, il y a quand tu matches les gens, essayer d'aller dans des endroits différents de ton Mm. organisation pour recréer justement, pour retisser et tenter de désiloter effectivement ce qui a été resiloté un petit peu avec le travail à distance, c'est-à-dire qu'on a plutôt l'habitude de ne travailler que avec les gens de notre, enfin de n'échanger que avec les gens de notre équipe quand on est à distance. Et je note ton autre point aussi qui est jouer aussi sur la variété de ce qui est proposé. Des événements physiques, des événements plus Mm. virtuels, des événements qui vont être juste un café, des événements qui vont être thématiques sur un sujet. Ça, je pense qu'il y a un vrai levier aussi là-dessus parce qu'on n'a pas tous la même manière de sociabiliser en fait. Et puis la responsabilisation, c'est-à-dire que, tu vois, au tout début, on s'est posé la question, est-ce que c'est que les managers qui doivent créer des événements? Et en fait, ça renforce le silo. Alors que si tu permets à n'importe qui de créer des événements et surtout qu'il puisse inviter n'importe qui de l'organisation, c'est-à-dire que demain, on a vraiment eu un cas de un manager qui a créé un event, genre c'était le pique-nique Q2 pour l'entreprise. Donc c'était à la fin du quarter, ils font un pique-nique et t'as un employé qui a créé une invitation pour le lendemain qui était le post-pique-nique hangover lunch. Et donc c'était genre le déjeuner du lendemain où on est tous un peu en hangover, on est tous fatigués parce qu'on a passé toute la journée ensemble, et où bah vu que c'est optionnel, les gens ils peuvent y aller, ils peuvent ne pas y aller. En tout cas, ils ont l'information. Le plus important, c'est l'accès à l'info. Si les gens ils ont l'info, qu'ils décident de pas y aller, c'est pas grave. S'ils ont en fait, le pire, c'est que s'ils voulaient y aller et qu'ils n'avaient pas l'info, c'est là où c'est extrêmement grave. Et Ouais. comme tu l'as dit aujourd'hui, le modèle hybride, il est génial pour 1 million de choses, mais il y a aussi des défauts, et le plus gros défaut, c'est la cohésion cross-département. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je connais que les gens de mon département, je connais que les gens de ma team, et les autres, j'ai plus aucune raison de leur parler parce que j'ai plus ces discussions de machine à café dans le couloir où j'apprends des informations, où j'ai des déjeuners avec des gens que je connais pas et où je dis, ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais? Un peu cette approche un peu vie ma vie, en mode, ah bah toi tu fais ça, moi je fais ça, intéressant, peut-être qu'on peut bosser ensemble sur tel autre projet. Enfin, et ça, aujourd'hui, bah, on l'a plus parce qu'on se rend compte plus. C'est normal. Encore une fois, on se voit moins qu'avant, il faut se voir mieux. Et pour se voir mieux, il faut être intentionnel. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est ça vraiment la problématique de fin, quoi. Ok, très clair. Euh, Aujourd'hui, c'est qui sont tes clients? C'est quel type de boîte? C'est qui tes comment dire?
par quelle problématique tu rentres dans les sociétés? Est-ce que c'est des managers qui disent ah j'ai vu ça et qui en parlent à leur RH et en fait ça remonte là-dessus? C'est voilà. Déjà les types de clients que tu as, ou que tu cherches Aujourd'hui, d'ailleurs. on, s- aujourd'hui, on s'est focalisé beaucoup sur les plus petites structures parce qu'on voulait aller vite sur l'itération de notre produit. Donc, on avait des sociétés entre 50 jusqu'à 800 personnes. Et en fait, plus on avance, plus on se rend compte que les problématiques qu'on veut tacler, elles sont plutôt dans les entreprises encore plus grandes. Parce que, bah, en fait, plus on grossit en termes de taille, plus les problèmes sont gros en termes de lien social et de sentiment d'appartenance, et puis de manière générale en termes de talent, enfin que ce soit l'attractivité ou la rétention. Donc, donc voilà. Et après en termes de use case, en fait, on a un peu de tout. On a des fois des personnes directement C-level de type DRH ou de type co-founder ou soit COO, CEO, chief of staff, hein, vraiment en mode top-down qui viennent nous voir et qui veulent mettre ça parce que bah, ils se rendent compte que leur culture elle scale pas en fait, que ils ont besoin de faire quelque chose, sinon ça va juste pas marcher. Des fois, totalement à l'inverse, on a du bottoms up, donc vraiment soit qui vient de la part de un employé ou un groupe d'employés qui en parle à leur manager, qui teste la solution, parce que donc on a mis en place une approche gratuite. Où en fait, on peut tester gratuitement l'outil ou l'utiliser jusqu'à 50 personnes, qui est une bonne manière de tester pour les plus grandes structures. Et donc soit c'est un groupe d'utilisateurs ou alors un manager qui en parle avec sa team et qui l'implémente, et où la dernière fois on a eu le cas où c'était une team de 20 qui a commencé à l'utiliser et ils se sont retrouvés 120 en 10 jours parce qu'il y a une viralité en interne, ils se sont tous passés le mot, et où pour nous bah c'est le meilleur signe d'adoption parce que ça veut dire qu'on a réussi à faire réellement une solution qui apportait de la valeur et qui est pas imposée. Pour nous, l'un des pires cas, c'est le cas où Café est imposé comme étant le seul outil à utiliser par la direction, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas eu réellement un choix. Et, et nous, on veut réussir, enfin, on veut faire en sorte, en fait, tout simplement, que ce soit un outil que nous, on aurait aimé à utiliser en tant qu'employé. Et donc, il faut qu'on ait réellement la validation, on va dire, des équipes, quoi. Hmm. Donc tu dis le scénario le mieux, c'est quand c'est des utilisateurs dans l'organisation qui prennent en main le sujet, quoi. C'est ça, on a eu le cas par exemple, on a eu une fois, on a eu un CSE qui nous a contacté, qui avait identifié le besoin et qui l'ont remonté à leur équipe dirigeante. Et une autre fois, on a eu une équipe qui a commencé à l'utiliser, puis en fait l'entreprise était pas forcément très motivée pour payer une nouvelle solution et rajouter quelque chose. Donc ils ont arrêté d'utiliser et en fait ils sont revenus 2 semaines après parce que les employés voulaient vraiment avoir Café. Et donc pour nous c'est parfait, ça montre vraiment que les employés voient de la valeur dans notre solution, et pour nous c'est ça vraiment le Graal, quoi. Ok, très clair. Et du coup, je pense que ta réponse va être liée à ce que tu viens de dire, mais j'ai toujours eu, enfin, on a souvent nous cette question aussi parce qu'on aide les managers à poser un cadre qui soit à la fois efficace et convivial avec leur équipe. C'est comment tu mesures l'efficacité de la solution. Ouais. C'est quoi, toi, aujourd'hui, la métrique? Alors, je pense que ce que tu viens de nous dire sur le fait que ça a été retiré et les salariés ont dit, ah, mais pourquoi ça a été retiré? Donc, du coup, ça a été remis. C'est une bonne métrique. Au-delà de ça, peut-être en anticipation, est-ce qu'il y a des données, enfin, c'est quoi les données ou c'est quoi les signaux faibles ou forts d'ailleurs que vous suivez quand vous déployez Mm. euh, Café chez des clients? On a plusieurs KPI qu'on suit. L'un des tout premiers qu'on a mis en place, qui était le plus important pour nous au tout début de notre existence, c'était le nombre de jours dans le futur où les employés donnent de la visibilité. Donc en gros, Ok. quand quelqu'un remplit son statut pour dire où est-ce qu'il va travailler, combien de jours dans le futur il le fait. Nous, notre but, c'était d'arriver le plus rapidement à 10. Donc 10, c'est 5 jours de la semaine en cours et 5 jours de la semaine prochaine. Donc n'importe quelle entreprise qui est en dessous de 5, pour nous, ça veut dire déjà qu'il y a potentiellement un souci dans l'adoption, et donc il faut qu'on passe plus de temps avec cette entreprise-là pour essayer de comprendre comment l'améliorer. Donc ça, c'était vraiment notre score d'engagement, parce que tu peux faire le produit le plus complet du monde, le plus fort, le plus robuste, tout ce que tu veux, t'as pas d'engagement, tu sers à rien. Voilà. Donc nous, on s'est dit, si on n'a pas ça, on est zéro. Et par-dessus ça, ce qu'on va venir derrière monitorer, mesurer dans le temps, ça va être le nombre d'événements qui vont être créés, combien de personnes vont interagir avec ces événements-là, combien de personnes vont accepter d'être matchées pour un random coffee via le système. Donc c'est vraiment
c'est de la mesure d'usage assez simple de toutes nos fonctionnalités un peu justement sociales pour se rendre compte, bah, est-ce que en fait ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, typiquement, si on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'événements et que la plupart des événements qui sont créés, ils sont plutôt d'ordre pro, genre Meetup, Hollands, etc. On va peut-être plutôt pousser nos champions, donc les admins de la solution, à aller créer d'autres événements un peu plus extra work, on va dire. Donc c'est surtout ça, c'est vraiment la mesure encore une fois des social opportunities en fait c'est toujours la même chose, c'est s'il n'y a pas de social opportunities, clairement notre solution apporte pas assez de valeur, donc nous on va pousser vers ça quoi. Ok, très clair. Et alors, sans dévoiler vos stats, parce que c'est pas l'objectif, mais euh, sur 100 personnes, par exemple, d'une cohorte de 100 personnes qui sont sur ton produit dans une organisation, Ouais. c'est quoi pour vous un bon ratio d'utilisateurs actifs? Est-ce qu'on est sur du Pareto où c'est 80-20, donc 80 d'actifs pour 80 de passifs? Est-ce que c'est plutôt comme sur les réseaux sociaux, on va dire grand public, il y a 5% des gens qui font du contenu et 95% des gens qui le consomment? C'est quoi le Bah, c'est un peu des deux parce que si on divise en deux le produit et qu'on regarde vraiment la partie plus statut, visibilité, juste qui et où, on va être sur du Pareto 80-20. Après, ça dépend des boîtes. Il y en a où ça performe à 95% et d'autres où on est plutôt autour de 70-75. Donc ça, sur cette partie-là, on est plutôt ouais, sur un Pareto. Par contre, sur la partie création d'événements, tu vois, qui est clairement beaucoup plus engageante comme expérience. mmh, Là, on va plus avoir des métriques à la Twitter, Facebook, LinkedIn, il y a peu de personnes qui créent du contenu et plus des gens qui vont être plus, bah, tout simplement en mode attendees, donc les personnes qui mmh, vont être en mode participants. Mais en vrai, on a tous la même analogie. Hein, c'est pas que dans les entreprises. Demain sur Facebook avec la famille, quand il y a un événement, il y a une personne qui crée et les autres qui rejoignent. Donc c'est la même chose. Demain sur LinkedIn, s'il y a quelqu'un qui crée un webinaire, bah il y a forcément beaucoup plus de gens qui regardent que de gens qui créent. C'est un peu la même chose. Donc pour l'instant, c'est deux usages qui sont, enfin en fait, c'est deux profils qui sont vraiment différents. c'est hyper intéressant ça. Merci beaucoup ta réponse. Moi, je pense que c'est un sujet global. Hein. On peut pas viser l'exhaustivité, surtout sur un chantier de transformation comme celui-ci. On parle du passage au mode hybride, qui va prendre du temps, qui est pas du tout accueilli de la même manière par chacun d'entre nous. Et Mm. effectivement, le fait que en fait, l'enjeu principal, enfin, je pense que pour vous, c'est ça aussi, c'est d'identifier vite, t'as appelé les champions. Alors, il y a vos champions qui sont vos donneurs d'ordre, vos clients, et tu as des champions qui vont être plutôt tes ambassadeurs, des gens qui sont à Ouais. l'aise à publier, qui sont à l'aise à créer des contenus. J'imagine que, en général, si une personne crée un événement, que ça se passe bien, elle va être plus vite amenée à en créer d'autres aussi. Donc c'est bien d'identifier ces 5% de la cohorte qui sont les moteurs à avoir de ton côté, quoi. C'est ça, c'est ça. Et je pense que enfin, tu vois, il y a pas mal de fois où dernièrement, on m'a mis en face de ouais, mais donc du coup, Café, c'est un réseau social d'entreprise. Euh, et parce que justement, tu vois, on peut faire un peu très vite cette analogie entre le pourcentage qui poste, le pourcentage qui est un peu en mode stalker, donc qui est juste en mode qui regarde les contenus sans jamais interagir avec. Et c'est drôle. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait rire. Pourquoi pas, tu vois. Je pense que c'est juste qu'aujourd'hui, tous les réseaux sociaux d'entreprise qui ont été créés, je pense à Yammer, je pense à Facebook Workplace et d'autres certainement ils ont toujours eu un truc en commun, c'est qu'ils sont liés, enfin, majoritairement, peut-être pas 100%, mais à la productivité ou au travail. C'est alors oui, il y a un feed d'informations où je vais pouvoir poster que je fais partie de tel team et on a fini tel projet et donc tout le monde va s'applaudir et dire bravo, félicitations. Mais c'est toujours lié au travail, tu vois. Il y a toujours un peu ce truc-là de qui connaît telle compétence pour pouvoir me donner des cours sur ça. Enfin, c'est ok hein, en dehors, enfin dans la sphère professionnelle, on peut parler d'autre chose que du travail. Et si on veut vraiment derrière créer de l'engagement et que les personnes apprennent à se connaître, bah en fait tout ne tourne pas qu'autour du travail, tu vois. Donc je pense aussi que il faut qu'on remette chaque chose un peu à sa place. Et oui, on va passer 7 heures, 8 heures dans la journée à délivrer, à bosser. Et t'as dit un truc super intéressant tout à l'heure, c'est on passe plus de temps aujourd'hui avec les gens de notre cercle proche, donc notre famille et nos amis. Mais moi, je pense pas que forcément que ce soit une bonne chose. Souvent, les grands gourous du full remote, ils vont te dire, ouais, c'est génial, j'ai jamais autant vu ma famille et mes amis.
Moi, personnellement, depuis que j'applique le modèle hybride, je vois mes amis et ma famille plus, c'est vrai, mais il y a des moments où j'ai envie de parler d'autres sujets que de juste ma routine, mon train-train avec ma famille et mes amis, qui peuvent être des fois de l'ordre du travail ou de l'ordre, pas forcément de ce qu'on est en train de faire, mais un peu plus de, voilà, on va parler de dernières nouveautés dans la tech ou dans l'industrie du digital ou dans, je sais pas, globalement, on peut voir beaucoup de choses. Mais depuis le confinement, j'ai beaucoup moins rencontré de gens qu'avant. Parce qu'avant, bah, en fait, les nouvelles personnes qu'on rencontre, souvent, c'est des collègues. Et souvent, les nouveaux amis les plus récents dans vos cercles, bah, en fait, souvent, c'est des anciens collègues. Et du coup, bah, on perd quelque chose. Parce qu'on n'a plus ces moments-là. Mais ces moments-là, ils étaient sociaux, par défaut. Merci de me corriger mon biais de. Je pense que c'est parce que t'es beaucoup plus jeune que moi en fait. Mais t'as bien raison de le dire. Et effectivement, c'est hyper intéressant ça. C'est que effectivement la sérendipité dont t'as parlé tout à l'heure, alors qu'on applique souvent sur les sujets pro de dire bah tiens je peux trouver des solutions innovantes parce que je vais aller parler à quelqu'un d'un autre service. Bah non, en fait il y a pas que cette sérendipité là. Il y a aussi le fait de juste rencontrer des gens qui peuvent avoir certains centres d'intérêt. Liés au vôtre, qui sont aussi et qui effectivement partagent le fait de travailler dans la même organisation. J'ai pas les stats, enfin voilà, c'est sûr que ça a été divisé pendant ces 2 dernières années, donc t'as complètement raison de faire ça. Et Ça sera au service de la communication d'une ouais. certaine manière, parce que si je suis plus proche d'une personne, parce qu'on a un point en commun, on a un hobby en commun, on fait partie de la Mmh. même communauté de personnes, ça va nous aider derrière enfin, en termes de productivité, ça va avoir un gain. Mais je pense juste que si on le scope pas tout de suite sur du travail, qu'on n'essaye pas de tout mettre les gens dans des cases et de rendre en fait ok un échange juste parce qu'il y a un peu de travail dedans. Non, des fois des échanges où il y a aucune notion de travail, ça peut aider. Et puis même si ça aide pas sur la productivité, ça aide sur le sentiment de bien-être de la personne au sein de l'organisation. Et aujourd'hui, c'est pas le salaire qui fait rester les gens dans les entreprises. C'est-à-dire que demain, si on me demande de faire exactement les mêmes tâches mais payer 20% de plus par Google, c'est sûr que je me pose pas la question parce que si je rencontre pas de personnes et que j'ai pas de sentiment d'attache, d'appartenance, d'échange, de communication avec des êtres humains, bah il y a rien qui me pousse à rester. Et donc faut vraiment, je pense, pas mettre le pro versus l'extra pro. C'est juste que ça va être un mélange des deux en fait. Mmh. Hyper clair. Hyper clair. On arrive sur la fin de cet épisode, Tom. Je pense qu'on pourrait parler des heures, et on a quand même un peu de pitié pour les gens qui nous écoutent. Non, on va essayer de rester synthétique. J'ai 2, 3 dernières questions à te poser que j'essaie de Ouais. poser à l'ensemble des personnes qui acceptent de venir sur le podcast. La première d'entre elles, qui est une question un peu large, c'est comment toi tu apprends. Est-ce que tu as des routines, des sources, des choses que tu mets en place pour t'assurer même si je pense que tu es pas mal dans la soute toute la journée à faire avancer le projet, est-ce qu'il y a des moments privilégiés, des choses que tu mets en place pour t'assurer de toujours garder un peu de recul sur ce que tu fais? Je suis un très mauvais élève. Je lis pas assez. Non, je le sais. C'est l'une des choses que je sais que je fais pas bien, c'est que je lis pas assez. Mais j'ai mon cofondateur et mon frère qui lit beaucoup et qui me recommandent les bons ouvrages à lire. Du coup, j'essaie de les écouter pour essayer justement de prendre un peu de recul, quelque chose qui est pas facile. Sinon, je pense que vraiment ma source principale d'apprentissage, elle est vraiment dans le fait de discuter avec d'autres fondateurs qui ont monté des boîtes, enfin voilà, je pense qu'on n'apprendra jamais autant de quelqu'un qui a déjà fait les erreurs avant soi, ou pas forcément des erreurs qui ont été fatales, hein, mais en tout cas, à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un qui a 2 3 4 5 ans de plus en termes d'expérience entrepreneuriale, on gagne du temps. Donc je pense que ça va être ça ma plus grande source d'apprentissage. Sinon, c'est ça, enfin c'est majoritairement ça, je pense. C'est l'humain. Ok, très clair. Et vraiment, le podcast s'appelle Learning by Doing. C'est pour une raison, c'est qu'effectivement, je partage le fait de ne pas consacrer suffisamment de temps à la lecture. Non, c'est hyper clair. Et j'ai une dernière question parce que effectivement, comment dire, c'est toujours intéressant et je partage ce que tu dis sur le fait de rencontrer des gens, soit qui ont eu les mêmes problématiques avant nous, en se disant bah tiens, on va avoir un éclairage extérieur. Toi, tu fais ça comment? T'es dans des cercles particuliers, tu prends ton LinkedIn, tout, tu dis bah lui ou elle, faut que je l'interviewe sur tel sujet parce que là je bloque. Ça se passe comment? Euh,
C'est une bonne question. Je crois que souvent ça se fait un peu comme ça. Enfin, c'est pas comme ça, mais en parlant avec des personnes autour de moi, des problématiques qu'on est en train de parcourir ou sur lesquelles on essaie de travailler, j'ai à chaque fois une personne qui va me dire ah bah tu devrais parler avec un tel ou Mmh. tu sais il y a un tel qui a fait quelque chose d'assez proche dans une autre expérience professionnelle peut-être qui pourrait donner des conseils. Plus bah il y a quand même deux trois communautés aujourd'hui quand même dont je fais partie et qui me permettent d'accéder à des personnes qui qui peuvent nous aider. Donc je pense à la communauté des anciens de YC particulièrement. Sinon, bah après, moi, c'est encore un autre truc. C'est vu que je faisais du product management avant, j'ai quand même pas mal de contacts de product managers un peu dans plein de structures différentes qui peuvent m'aider aussi à mieux comprendre comment certaines boîtes ont fait, Mmh. on réussit, ou alors justement on décide de pivoter parce que ça marchait pas. Enfin, je pense que ouais, c'est de la curiosité et puis surtout de pas avoir peur de demander de l'aide aux gens. Hein. Je pense que c'est ça. C'est taper sur l'épaule de quelqu'un, lui demander 30 minutes. Ça, il y a assez peu de personnes qui diront non en fait. La majorité peuvent dire à la rigueur non, pas tout de suite parce que je suis occupé, mais souvent, en tout cas, je me suis mangé assez peu de murs en fait en faisant ça. Ouais, c'est un très bon conseil. Et je pense que ça fait autant plaisir à la personne qui donne conseil que celui qui le demande. Euh, Clairement. bon, j'ai encore 2 questions, je suis désolé, hein, je Vas-y. tarde. Mais je voulais quand même te la poser, je me l'étais noté. En termes de structure sur le mode hybride ou sur le mode remote, est-ce qu'il y a une organisation, tu pourrais me citer, où tu te dis, bon, eux, ils ont réussi vraiment à craquer le truc, ça fonctionne bien, ils ont de l'avance sur tout le monde, c'est d'eux qu'il faut qu'on s'inspire. Je pense que je vais beaucoup m'avancer si je dis qu'ils ont craqué le truc parce que j'en suis pas encore sûr, mais je pense que ceux qui sont en très très bonne voie de le craquer, c'est Dropbox. Ok, pour quelle Je pense raison? que Dropbox, ils sont très très bons. Ils ont été assez avant-gardistes sur le fait de rendre leurs bureaux très tôt pendant la pandémie, mais en fait, ils ont dit on ferme nos bureaux et on crée des studios. Et les studios, c'est des hubs créatifs qui sont 100% brandés aux couleurs de la marque et qui sont uniquement là pour faire du travail donc de collaboration et qui sont des lieux de sociabilisation pour les individus, mais où je viens pas pour travailler tout seul et mettre mes écouteurs toute la journée et parler à personne. Si je veux faire ça, je reste chez moi ou je vais dans un coworking. Vraiment, je vais dans un studio pour partager, pour me connecter avec d'autres personnes. Et donc ça, ils l'ont dit déjà il y a quasiment 2 ans. Nous, ça a été une grande source d'inspiration pour nous aussi. Donc là, ils viennent de retourner au bureau il y a 2 3 mois. Donc, je saurais pas dire s'ils ont totalement craqué le truc, mais en tout cas, ils ont eu, je pense, une très bonne vision de ce qu'allait être le travail sur un modèle hybride ou flexible. Je pense pour les US et pour la France, je pense qu'Open Classroom, ils sont très très bons. Je dirais pas qu'ils l'ont encore craqué totalement, mais ils ont été assez avant-gardistes aussi sur la partie remote first et comment est-ce que je donne en fait une flexibilité et liberté du choix total aux employés pour qu'ils puissent faire le meilleur d'eux-mêmes d'où ils le souhaitent. Ok. Merci beaucoup de partage. J'étais pas du tout au courant de la démarche de Dropbox notamment, parce que trouve génial d'atomiser tes bureaux pour créer des studios. Dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'il faut absolument que j'interviewe sur ce format Learning by Doing? Quelqu'un de ton réseau qu'il faut absolument qu'on interviewe à la fois sur le futur du travail ou plus globalement sur des sujets learning? Euh, sur le futur du travail, je pense qu'il faudrait que tu parles avec Martin de Sleen. Ok, Et pas sur le futur du travail, je pense qu'il faudrait que tu parles avec Mehdi de Cycle, qui est un outil d'accord. product management plutôt, donc pas trop future of work. Mais ouais, clairement, je pense que les deux auront beaucoup de choses à te dire. Bon, bah écoute, on va lancer les invitations juste après Je te fais les intros avec plaisir. Ah bah c'est trop gentil, Tom. Écoute, je te remercie encore une fois de ce partage. On s'arrête, mais on fera un numéro 2. On fera un numéro dans 6 mois ou dans un an, parce que je pense que Ouais, le travail hybride aura évolué encore à ce moment-là. Merci carrément. beaucoup tous ces partages. C'était hyper riche. Je pense on a pu se nourrir et je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont, beaucoup de recettes que tu as partagées qui sont applicables à des sujets learning plus largement. Tout ce qui est de l'animation d'une cohorte en interne, c'est des sujets qui sont à la limite, peu importe que ce soit hybride ou des sujets plus de formation ou même de communication interne. En réalité, on est sur les mêmes leviers. Donc, merci beaucoup, Tom. Je te dis à très bientôt. Je souhaite une bonne journée, une bonne suite de soirée peut-être à nos auditeurs, nos auditrices, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Salut Tom. Merci, ciao.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.